Torture pour les familles, Allah connaît les torts. Une terre sans partage, une paix jamais vue. Ce n'était qu'un mirage, la violence continue. Des pierres qu'on a bâties, des pierres qu'ils ont détruites. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Jahidou bil iman, jahidou bis salat, jahidou bid du'a, wa bi dhikril Qur'an. À Jérusalem, même l'éducation est devenue une cible. L'occupation prend pour cible des milliers d'enseignants qui seront privés de leur droit à l'enseignement. La Knesset a adopté une loi interdisant aux enseignants palestiniens d'exercer leur métier à Jérusalem occupée s'ils sont titulaires de diplômes palestiniens. Les chiffres indiquent qu'environ 30 000 nouveaux enseignants ont rejoint le secteur de l'éducation palestinien dans les territoires occupés au cours de la dernière décennie, dont 11% sont titulaires de diplômes universitaires délivrés par l'autorité palestinienne. Au cours de l'année scolaire actuelle, près de 8 000 enseignants travaillent dans le système éducatif arabe à Jérusalem, dont au moins 60% détiennent une licence obtenue dans une institution académique palestinienne. La décision du Knesset s'inscrit dans le cadre d'une offensive plus large contre le tissu social palestinien. En retirant les permis de travail, l'occupation cherche à prendre le contrôle du système éducatif palestinien, à effacer l'identité palestinienne des manuels scolaires et à introduire, dans les programmes éducatifs, des cartes modifiées conformément au récit de l'occupation. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre 2025, Gaza ne connaît toujours pas la paix. La situation humanitaire reste catastrophique. Malgré la trêve, les bombardements israéliens continuent et ont déjà fait environ 500 morts, selon les derniers chiffres de l'ONU. Et comme si cela ne suffisait pas, l'hiver frappe de plein fouet la population. Des milliers de familles vivent sous des tentes, des abris de fortune trempés par la pluie, glacés par le vent, parfois inondés. Pendant ce temps, les États-Unis, Israël et leurs alliés parlent déjà d'un projet de reconstruction baptisé New Gaza. Une ville pensée pour les investisseurs et le business qui efface toute idée d'État palestinien. Cette vision repose en réalité sur un territoire laissé en ruine, un territoire dévasté, rendu inhabitable. Face à cette destruction massive des maisons, des hôpitaux, des terres agricoles, de l'eau, des sols, de tout l'environnement vital opéré par Israël, une accusation émerge, celle de l'écocide, c'est-à-dire la destruction délibérée et complète d'un écosystème. Cet écocide, la journaliste Aïda Delpuech, nouvelle collaboratrice à Blast, a enquêté dessus. Ces images vues du ciel, vous les avez sûrement déjà aperçues. Gaza n'est désormais plus qu'un immense champ de ruines, un dédale gigantesque de décombres en tout genre. Au total, ce sont près de 61 millions de tonnes de débris qui jonchent le sol de l'enclave, d'après les derniers chiffres du programme environnemental des Nations Unies. C'est l'équivalent en volume de 25 tours Eiffel accumulées dans un espace à peine plus grand que la superficie d'une métropole comme Toulon en France. Oui, la situation dépasse de loin l'imaginable et les dégâts causés par l'utilisation d'armes en tout genre dans l'une des zones les plus peuplées au monde ont été d'une ampleur et d'une intensité sans précédent. On estime que la quantité de bombes qu'Israël a lancées sur Gaza équivaut à 6 bombardements nucléaires d'Hiroshima. Au-delà de la perte dramatique d'infrastructures et tous les lieux qui font d'une ville un lieu de vie, ces destructions sont aussi les stigmates d'une guerre plus silencieuse, une guerre toxique qui s'attaque aux écosystèmes et aux conditions mêmes de la reconstruction d'une vie durable et saine à Gaza. Pour l'heure, la notion d'écocide n'est pas reconnue tel un crime international au même titre que les crimes de guerre et de génocide. Mais les conventions de Genève, qui dictent les règles de conduite à adopter en période de conflits armés, exigent cependant que les parties belligérantes n'utilisent pas de méthodes de guerre qui causent des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel. Nous allons voir qu'à Gaza, génocide et écocide sont intimement liés et que si les actuels survivants et survivantes ont pu jusque-là échapper aux bombes, ils ne peuvent se soustraire à la toxicité qui les entoure. À terme, elles pourraient causer encore plus de morts que lors de ces 2 dernières années. Commençons d'abord par évoquer le phosphore blanc, cette fameuse substance chimique contenue dans les grenades et les obus d'artillerie.
Si son usage est autorisé pour répondre à des objectifs militaires, celui-ci est interdit en toutes circonstances contre des populations civiles et même contre des cibles militaires proches de civils, d'après le protocole 3 de la Convention sur les armes classiques. On sait aujourd'hui que l'armée israélienne a fait usage du phosphore blanc à de nombreuses reprises au cours de ces 20 dernières années dans ses multiples offensives sur la bande de Gaza ainsi qu'au sud Liban. Lorsqu'il explose, le phosphore s'enflamme au contact de l'oxygène et peut brûler jusqu'à plus de 800 degrés. Ses effets sur les organismes sont bien évidemment délétères. Le phosphore peut brûler, thermiquement et chimiquement, une personne jusqu'à l'os. Hautement soluble dans la chair humaine, il peut aussi exacerber les blessures, même après traitement, passer dans le sang et endommager les organes. En plus de la toxicité des bombes lourdes lâchées sur Gaza, l'ONU estime qu'environ 15% des décombres contiendraient des substances extrêmement nocives pour les organismes, comme l'amiante, les métaux lourds, les contaminants issus d'incendies, des munitions non explosées, des produits chimiques ménagers et d'autres substances dangereuses spécifiques à certains lieux, tels que les laboratoires hospitaliers et les zones industrielles. Tous ces produits chimiques toxiques polluent l'air et l'eau, mais s'infiltrent aussi dans les sols. Les nappes phréatiques se retrouvent empoisonnées et cette contamination aura des effets sur plusieurs décennies à venir, voire des siècles. Cette contamination structurelle des ressources naturelles résulte de ce que des chercheurs ont qualifié de biosphère de guerre. De récents travaux scientifiques ont par ailleurs attesté des répercussions négatives sur l'environnement des dommages causés par les Premières et Secondes Guerres mondiales qui se font toujours sentir aujourd'hui. L'une des conséquences directes sur la santé de ces contaminations est la recrudescence des maladies infectieuses, notamment des cas de diarrhée aiguë qui ont été multipliés par 36 à Gaza et du syndrome de jaunisse aiguë, indicatif d'une hépatite A, qui a été multiplié par 384, toujours d'après l'ONU Environnement. Pour l'heure, il est impossible de mesurer l'ampleur des dommages environnementaux causés par les bombardements. Aucune analyse indépendante et exhaustive ne peut être menée en raison du siège imposé par Israël. Une chose est sûre cependant, les dégâts écologiques ne connaissent pas de frontières et ne se limiteront pas à Gaza. Les eaux usées intoxiquées et déversées dans la mer Méditerranée ne tueront pas seulement la vie marine au large des côtes de Gaza, mais s'étendront à toute la zone est de la Méditerranée, voire au-delà. Il est aussi important de savoir que cette offensive sur l'environnement à Gaza ne date pas du 7 octobre 2023. Dès 2018, les Nations Unies avaient par exemple déjà alerté sur le fait que 97% de l'eau consommée à Gaza ne répondait pas aux normes de l'Organisation mondiale de la santé et était impropre à la consommation humaine. Richard Falk, ex-rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, avait averti en 2013 que cette situation allait atteindre un niveau insoutenable dès 2020. Cette destruction et cet écocide s'inscrivent dans une logique qui prend forme aujourd'hui avec le projet de construction appelé New Gaza, présenté lors du dernier Forum économique mondial qui se déroule à Davos. Des gratte-ciels luxueux en bord de mer, 180 au total. Des villes nouvelles avec lotissement résidentiel. C'est le projet d'un nouveau Gaza présenté à Davos. Donald Trump, président, est toujours promoteur immobilier. Regardez ce site sur la plage et ce magnifique lot foncier. Coût 25 milliards d'euros. En 3 ans, tout pourrait sortir de terre. C'est une opportunité incroyable. Il y a un peu de risque, mais on a besoin de vos investissements et de votre confiance. Le projet est encore flou, mais le fantasme d'une Riviera du Proche-Orient perdure. Il y a un an, cette vidéo générée par intelligence artificielle était diffusée par Donald Trump. Dans une enclave détruite par 2 ans de guerre, les Palestiniens rencontrés par notre équipe sur place ne croient pas à ce projet, auquel ils n'ont pas été associés. Avec ce projet, Gaza devient américaine. Ce n'est pas un projet de développement, c'est une blague. Je ne demande ni gratte-ciel, ni parc, ni tourisme. Je veux juste récupérer ma maison et ma terre. Ce nouveau plan de Trump pour Gaza est mauvais pour nous les Palestiniens.
En attendant, priorité pour les Palestiniens, la réouverture prévue la semaine prochaine du point de passage de Rafah à la frontière égyptienne. Elle devrait permettre l'entrée de plus d'aide humanitaire. Cependant, cette vision capitaliste, colonialiste, impérialiste soulève des problèmes profonds et structurels allant bien au-delà de la simple reconstruction matérielle. Dans ce modèle, l'habitant de Gaza est déshumanisé et devient un paramètre économique. On parle d'investissement, de rentabilité, d'attractivité touristique, mais beaucoup moins des habitants eux-mêmes. On ne parle pas de leur droit à la sécurité, et encore moins de leur droit à l'autodétermination. Or, reconstruire un territoire détruit par un génocide ne devrait pas être une opportunité de profit, mais une question de justice et de dignité. Présenter la reconstruction comme un simple projet immobilier efface la réalité. Gaza est un territoire occupé, soumis à un blocus où les habitants manquent d'eau, d'électricité, de liberté de circulation. Sans régler ces causes structurelles, construire des bâtiments modernes ne résout rien. On peut avoir des tours en verre, mais si les frontières restent fermées et les droits fondamentaux niés, cette modernité reste superficielle. New Gaza promet des hectares de jardins et des zones de culture agricole. Mais comment pouvoir espérer rétablir une vie artificielle dans une biosphère qui sera intoxiquée pour les décennies à venir? À cela, on peut ajouter que New Gaza sera surtout une ville qui permettra aux Israéliens de toujours mieux contrôler les mouvements des Palestiniens. C'est donc non seulement le patrimoine naturel qui est détruit, mais aussi la diversité humaine, le but étant de supprimer le lien qui unit les populations autochtones à leurs terres, mais aussi de remodeler le paysage et de le transformer à l'image de la force occupante. La guerre déclarée à l'environnement ne s'arrête pas à Gaza. Dans les territoires palestiniens occupés, la destruction des ressources et de toute forme de vie est aussi enclenchée. En 2024, près de 20 000 arbres ont été déracinés en Cisjordanie, dont une majorité d'oliviers. En 2025, on compte plus de 11 000 arbres déracinés par l'armée israélienne et les colons, dont 3 100 au sein du village d'Al-Mouraïr, au nord-est de Ramallah, prétendument en représailles à une fusillade près d'une colonie de la région. À Gaza, comme dans le reste de la Palestine, la destruction de l'environnement sert donc d'outil au projet colonial et d'extermination entrepris par l'État d'Israël. Oui, il est métapier, toujours par là. Malgré ce froid, comme vous le savez, la situation se dégrade en Palestine, à Gaza en premier lieu, car malgré le cessez-le-feu que je dirais bidon dans le cadre du plan de paix de Trump, chaque jour des attaques israéliennes, des bombardements, des tirs à vue font des victimes et ces derniers temps, des dizaines de Palestiniens ont été tués à Gaza. Le génocide continue. Est instauré sur le territoire de Gaza ce que l'on appelle maintenant la ligne jaune, c'est-à-dire une ligne de démarcation entre les terres gazaouis occupées par l'armée israélienne et le reste de la bande de Gaza. Il s'agit de 50% du territoire qui est occupé par les Israéliens, à Gaza en particulier. Et tout Palestinien qui s'approche de cette ligne est mis en joue et assassiné par l'armée israélienne. Plusieurs morts ces derniers jours. En Cisjordanie, l'épuration ethnique continue, avec des assassinats de populations civiles, avec des incursions dans des villes palestiniennes qui, théoriquement, sont sous la responsabilité de l'autorité palestinienne. Plus encore, tout est fait pour contrôler l'ensemble du territoire de la Cisjordanie. De nouvelles dispositions ont été prises par le cabinet de sécurité de Netanyahou visant à réformer le droit foncier. Je vais expliquer, ou tenter de le faire.
et visant à étendre l'autorité israélienne sur la totalité du territoire. Le ministre d'extrême droite Smotrich déclare, et je cite, « Nous renforçons notre emprise sur le terrain et mettons fin à l'idée d'un État terroriste arabe dans notre pays. » L'aveu est de taille, il s'agit d'empêcher la viabilité de l'État de Palestine, de réaffirmer que la Palestine est israélienne et d'empêcher donc qu'un jour vienne l'installation d'un État palestinien. Mais surtout de préparer l'annexion totale de la Cisjordanie à Israël. Ces nouvelles mesures qui apparaissent bureaucratiques en fait visent à simplifier l'acquisition des terres palestiniennes par des Israéliens juifs, à faire de la Palestine un vaste marché foncier et immobilier au service de la politique coloniale d'Israël. Israël veut intervenir partout en violation du droit international, en violation même des accords d'Oslo. Et si nous n'avions pas approuvé les accords d'Oslo, il y avait quand même des droits qui étaient quand même stipulés et qui concernaient l'autorité palestinienne et la gestion des villes de Cisjordanie. Eh bien, la municipalité d'Hébron, et c'est une grande ville de Cisjordanie, se voit retirer ses responsabilités en matière d'urbanisme. Ainsi, Israël pourra développer les colonies existantes et en développer d'autres, en construire d'autres et détruire les maisons palestiniennes comme elle le fait aujourd'hui à Jérusalem-Est. Autre exemple, l'appropriation intégrale et unilatérale du tombeau des patriarches à Hébron, qui pourtant est un site classé au patrimoine de l'UNESCO. Les États-Unis soutiennent ce projet. Évidemment, l'Union européenne et la France condamnent sans frais, mais en fait ne prennent aucune mesure pour condamner, pour sanctionner cette violation du droit international par Israël. Il convient de rappeler qu'Israël n'a rien à faire dans le territoire de la Palestine. Pas plus en Cisjordanie qu'à Gaza ou à Jérusalem-Est. Il faut rappeler que la colonisation est un crime de guerre et récemment la Cour internationale de justice l'a rappelé. Il faut rappeler que la Cour internationale de justice a exigé que les colonies soient démantelées et que les colons quittent les territoires palestiniens occupés. Il faut rappeler que la Cour internationale de justice a statué que l'occupation des territoires palestiniens par Israël depuis 1967 était illégale et qu'il fallait y mettre fin. Et nous continuons à soutenir ces propositions. Il est temps que les États prennent des mesures, des sanctions pour imposer le respect du droit international par Israël au lieu de continuer à lui assurer une impunité totale et la continuité de ses crimes. Certains veulent criminaliser le soutien à la Palestine. La proposition de loi Yadan à l'Assemblée nationale de notre pays vise à, dit-elle, lutter contre les formes nouvelles d'antisémitisme. Mais rappelons que notre démarche n'a rien d'antisémite et qu'il ne faut pas confondre l'antisionisme avec l'antisémitisme. Le gouvernement tire à boulet rouge contre Francesca Albanese, qui est la rapporteuse générale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, en colportant des fake news et en demandant sa démission. C'est insupportable. Heureusement, aux dernières nouvelles, l'ONU a confirmé
Francesca Albanese dans ses responsabilités. Enfin, nos amis de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, sont gravement attaqués dans un article du Point cette semaine où l'on apprend que le parquet national antiterroriste, tenez-vous bien, aurait ouvert une enquête à l'encontre des militants de l'UJFP pour financement du terrorisme. C'est ignoble. Tout cela pour faire taire la solidarité avec le peuple palestinien. Eh bien, on ne nous fera pas taire. Merci. J'allais dire je porte le micro, mais comme il me Rien ne pourra effacer les 2 années de la guerre génocidaire menée par Israël contre le peuple palestinien. Et il faudra bien qu'Israël rende des comptes. Le temps est insupportable qu'il aura fallu pour imposer un cessez-le-feu à Israël, alors que les alertes sur le génocide en cours se multipliaient. En deux, la situation en Cisjordanie est aussi d'une exceptionnelle gravité. La colonisation se poursuit à un rythme galopant, privant les Palestiniens de leur terre et de leurs moyens d'existence. Excusez-moi. Les checkpoints jusqu'au sein même des villages rendent la circulation presque impossible. Les colons surarmés, protégés par l'armée d'occupation, multiplient les exactions contre les Palestiniens, leurs récoltes, leurs plantations d'oliviers. Le Parlement israélien met à l'ordre du jour l'annexion pure et simple de la Cisjordanie. Les ONG palestiniennes sont ciblées systématiquement et leurs locaux détruits et leurs employés mis en prison dans les prisons israéliennes. En plus, il y a l'annonce de je vais essayer de le dire, des enregistrements de 37 ONG par les autorités israéliennes, c'est-à-dire l'abandon complet du peuple palestinien. Alors, en 4, j'avais vu, dans ces conditions, l'urgence reste à la mobilisation massive de la population pour les droits du peuple palestinien. Nous soutenons pour la défense des droits du peuple palestinien sur la base du droit international. Autodétermination du peuple palestinien, qui doit être l'acteur de son propre destin, et droit au retour des réfugiés palestiniens. Fin de l'occupation, de la colonisation, de l'apartheid, sanctions contre Israël, cessez-le-feu définitif et fin du génocide. Ce que je voulais mettre en avant, c'est la solidarité entre les travailleurs au niveau international. Et ça, personne n'en parle. Il y a une délégation très importante des syndicats internationaux du bâtiment. Là, ça date de fin janvier-février, hein, c'est maintenant, hein, en Cisjordanie. Le 2 février à Ramallah et à Amman. Israël a refusé l'entrée en Cisjordanie à une délégation internationale de syndicats du bâtiment qui souhaitaient rencontrer des travailleurs palestiniens du même secteur. La délégation comprenait le secrétaire général de l'Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, qui représente plus de 12 millions de travailleurs dans le monde, du même secteur, ainsi que des dirigeants syndicaux de la Belgique, de France, d'Espagne et de l'Afrique du Sud. C'est ce que je voulais dire. Ils ne sont pas abandonnés, mais c'est tellement difficile de mettre en route cette solidarité, personne n'en parle ou pas grand monde. Moi, je trouve qu'il n'y a que Arte qui parle régulièrement de ce qui se passe en Palestine. Si. Régulièrement, plusieurs fois par semaine. Faut tomber dessus. Espagnols, voilà, qui font aussi
œuvre de beaucoup de solidarité en refusant de charger les navires d'armes à destination d'Israël. Alors moi j'interviens au nom du Parti communiste français. Ce matin, à Addis Abeba, en Éthiopie, en ouverture du 39e sommet de l'Union africaine, le président de l'Union a demandé que cesse l'extermination du peuple palestinien. Si nous étions naïfs, nous nous demanderions pourquoi demander cela? Il y a quand même un cessez-le-feu dans la bande de Gaza depuis le 10 octobre. Parce que tous les jours, depuis le 10 octobre, le gouvernement d'extrême droite israélien, avec la bénédiction de Donald Trump, bafoue le cessez-le-feu. Plus de 500 Palestiniens ont été tués depuis que les armes auraient dû se taire. 32 sont morts le même jour, samedi 31 janvier. Ils étaient dans un immeuble d'habitation, dans ou à proximité d'un poste de police. C'était des civils, 6 enfants parmi les victimes. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et François en a parlé, chaque jour se produisent des incursions militaires, des arrestations massives, des sièges imposés aux villes, villages et camps de réfugiés, des démolitions de maisons appartenant à des Palestiniens, la destruction d'infrastructures, l'empêchement du retour des habitants, en particulier dans les camps de Jénine, de Tulkarem et de Nourcham. Ainsi, le gouvernement israélien franchit une nouvelle étape vers l'annexion de la Cisjordanie, en facilitant l'installation de nouvelles colonies, contraires au droit international, et en élargissant les possibilités d'intervention de l'administration dans les zones palestiniennes. On le voit, et nous l'avions tous dit lors de nos précédents rassemblements, la mise en place du plan Trump ne permet en rien la réunification des territoires palestiniens sous l'égide de l'OLP, seule représentante légitime du mouvement national palestinien. Et on le voit aussi, comme elle le fait depuis des mois, la communauté internationale détourne le regard. Après avoir reconnu l'État de Palestine, le gouvernement français ne fait rien pour le mettre en place concrètement. C'est une honte. Le PCF réaffirme sa solidarité avec les communistes palestiniens et l'OLP, avec les communistes et le mouvement de la paix israélien. Nous saluons aussi le courage et la détermination des 3 députés communistes israéliens contre lesquels les élus d'extrême droite de la Knesset ne cessent de déposer des procédures pour les exclure du Parlement israélien parce qu'ils dénoncent à la tribune du Parlement les crimes de guerre commis par Israël à Gaza et parce qu'ils se sont associés à la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Si notre parti a salué la reconnaissance très tardive, mais reconnaissance enfin, par la France de l'État de Palestine, il exige que notre pays, donc notre chef d'État et sa diplomatie, agissent maintenant avec force pour prolonger dans les faits ça veut dire dans la vraie vie, dans le quotidien, dans la réalité, cette reconnaissance de l'État de Palestine dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Cela nécessite, et c'est la première des choses si la diplomatie française a un brin de logique, d'accorder à la mission de Palestine en France le statut d'ambassade et d'ouvrir une ambassade française auprès de l'autorité palestinienne. Ça exige aussi d'agir pour la réunification des territoires palestiniens sous l'égide unique de l'OLP et de prendre des sanctions contre les colons et les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, ainsi que contre les entreprises françaises complices de cette colonisation. Je vous invite à aller sur le site de PDS. Ça exige aussi de mettre fin au blocus de Gaza par l'envoi d'aide d'urgence en coordination avec les institutions humanitaires internationales, si besoin en utilisant la marine nationale. Nous rappelons qu'à Gaza, beaucoup de rescapés du génocide n'ont d'autre toit sur la tête que des toiles de tente
sous lesquels le sol n'est que gadou. Nous rappelons aussi, mais cela a déjà été dit, qu'il a fait très froid à Gaza en janvier. Imaginez, froid comme aujourd'hui, mais sous une toile de tente et en pataugeant dans la flotte. Et qu'il y a de fortes rafales de vent en ce moment, en février. La famine est toujours présente. Ah, il n'y a plus de... Comme l'absence de soins, on meurt à Gaza sous les balles et sous les obus israéliens, mais on y meurt aussi de faim, de froid et parce qu'il n'y a pas de soins. Notre pays demande à la France d'agir pour la réouverture immédiate du point de passage de Rafah. Réouverture et pas filtrage, conformément à l'accord de 2005 sous responsabilité palestinienne et égyptienne. Et nous demandons aussi de faire en sorte que l'UNRWA soit protégée contre les tentatives israéliennes visant à saper ou à mettre fin au rôle de l'agence onusienne. Je vous invite à regarder sur Internet les propos aujourd'hui du directeur général de l'UNRWA qui sont vraiment très forts et on comprend pourquoi Israël veut se débarrasser de cette agence de l'ONU dont le directeur général parle de guerre d'extermination sioniste en cours. Rien que ça. Bien évidemment, nous demandons enfin que la France utilise tout son poids, ou le poids qui lui reste dans la région, en faisant libérer les prisonniers politiques palestiniens, au premier rang desquels figure Marwan Barghouti, leader reconnu du peuple palestinien. En clair, en résumé, nous demandons à notre pays de se bouger le cul pour que cesse l'extermination d'un peuple qui ne demande qu'à vivre en paix sur sa terre. Si triste en Palestine, donc je voulais juste vous rappeler, parce que je l'ai dit à Sens, mais je ne sais pas si je l'avais dit à Auxerre, qu'un groupe de personnes solidaires participe régulièrement à la cueillette des oliviers en Cisjordanie. Le dernier groupe qui s'est rendu a été arrêté par les autorités palestiniennes sous prétexte que la israélienne, merci, sous prétexte que cette ferme serait devenue une zone de combat. Ces 32 solidaires ont passé 5 jours, c'est pas énorme, en prison. Depuis, cette ferme est l'objet constant d'attaques et vous pourrez voir sur le net une vidéo de l'animateur de cette cueillette solidaire qui est tabassé par une quinzaine de jeunes cagoulés. Je voulais aussi vous dire qu'au niveau de la FPS, on a réfléchi cette année sur les dons que l'on pouvait faire. Et nous avons décidé de garder le don pour ces oliviers, même s'ils sont constamment arrachés. Ils sont une culture symbolique, pas seulement. Et donc c'est encore cette année une contribution de la FPS à la cueillette, à la culture des olives. Je vous remercie. Vous dire quand même que l'une des solidaires qui se trouve, que je trouve connaître, viendra dans Lyon assez rapidement, certainement invitée par la FPS, pour expliquer ce qui se passe au niveau de ces cueillettes solidaires. Le génocide en Palestine continue. 3 mois après le prétendu cessez-le-feu, l'État d'Israël continue de massacrer et d'opprimer les Palestiniens, en toute impunité et dans l'indifférence générale de la communauté internationale. L'armée israélienne occupe plus de la moitié de la bande de Gaza et rase une après l'autre les habitations d'un territoire déjà détruit à plus de 80%. Le criminel Netanyahou entrave délibérément l'aide humanitaire en interdisant les ONG et laisse mourir de faim, de soif, de froid, de maladie ou des suites de leurs blessures les Gazaouis pris au piège dans l'enclave. Des victimes qui s'ajoutent aux plus de 71 000 Palestiniens tués, aux 171 000 blessés depuis le 7 octobre 2023. Malgré l'urgence absolue, les ONG n'ont toujours pas le droit d'aider et les journalistes d'informer. En Cisjordanie, l'occupation, la colonisation et le régime d'apartheid ont redoublé d'intensité.
Plus de 1000 personnes ont été assassinées depuis 2 ans par des colons radicalisés avec le soutien tacite de l'armée israélienne. Les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par le gouvernement Netanyahou sont parfaitement documentés et connus de tous. Pourtant, l'Union européenne et la France n'ont déployé aucune sanction contre Israël et continuent de traiter le pays comme un partenaire privilégié. Cette relation étroite s'effectue en grande partie à travers l'Union européenne avec l'accord d'association en vigueur depuis 2000. Cet accord, dont le respect des droits humains est théoriquement une condition essentielle à son maintien, fait de l'Union européenne le premier partenaire commercial d'Israël. Elle fournit ainsi plus du tiers de ses importations à Israël et près de 29% des exportations israéliennes sont à la destination de l'Union européenne. Au total, les biens échangés représentent plus de 42 milliards d'euros. Israël a également reçu 1,1 milliard d'euros entre 2021 et 2024 au titre des fonds de coopération Horizon Europe. Parmi les bénéficiaires comptent des entreprises et institutions publiques impliquées dans le génocide. Une chose est claire, à travers l'accord d'association, l'Union européenne contribue à financer le génocide, à légitimer l'État qu'il commet, et à faciliter l'occupation et la colonisation. Pour que les génocides cessent, la complicité de l'Union européenne doit cesser également. Et notre demande est simple. L'Union européenne doit mettre un terme à ce commerce et à sa coopération privilégiée, en suspendant totalement l'accord d'association. Avec ses partenaires de gauche à l'Alliance européenne et les liens avec les associations, les ONG et les syndicats mobilisés contre le génocide en Palestine, la France insoumise a lancé une initiative citoyenne européenne pour obliger la Commission européenne à enfin agir. Pour aboutir, elle doit réunir au moins 1 million de signatures dans 7 pays différents pour contraindre la Commission européenne à se saisir du sujet. Nous invitons donc à signer cette pétition en ligne. Et face à cette horreur, nous ne devons pas détourner les yeux et nous devons nous unir pour demander justice pour la Palestine et la fin de la complicité pour l'Union européenne dans ce génocide. Je tiens ici à pousser toute la solidarité, bien évidemment. Beaucoup de choses ont été dites et on pourrait encore ajouter une longue liste sur ces horreurs. Mais une chose est sûre, il s'agit de l'éradication d'un peuple. Et de ce point de vue, je pense que l'unité de l'ensemble doit se réaliser. À quand une manifestation centrale à Paris de centaines de milliers, comme ça a été le cas dans plusieurs capitales européennes, notamment à Bruxelles, où par centaines de milliers ils sont défilés en solidarité à Bruxelles. Il manque ceci. Et ça, c'est le travail que nous avons à réaliser en tant qu'organisation les uns et les autres. Nous avons tous ici à partager effectivement cette horreur. L'autre chose, camarades, c'est que le principal responsable ici, il s'appelle Macron, il s'appelle le gouvernement français, dont le sang coule à plein sur leurs mains. Ils auront à répondre. Et il faut exiger, je pense, et c'est notre exigence à nous, que le gouvernement rompe toute relation diplomatique. À quand dehors les représentants du gouvernement israélien qui siègent encore à Paris? C'est ça une des questions pour lesquelles nous sommes prêts à répondre à toute initiative dans ce sens. Voilà, je tenais à vous rappeler, nous sommes complètement solidaires, mais nous sommes aussi disponibles à toute initiative unitaire pour une mobilisation en masse. Merci. Israël fort, Palestine, Israël. Outre les infos qu'on lit ou sur l'UMA ou qu'on voit sur Arte, on a la chance, nous, dans notre cinéma indépendant, de voir un certain nombre de films sur la Palestine. En particulier, on a vu un film qui s'appelle Palestine 36 et qui relate absolument toute l'histoire de la Palestine. Et quelquefois, un film, c'est bien plus audible qu'un journal ou quelque chose comme ça. Des images, ça parle nettement plus. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez vous le procurer. À mon avis, ça doit pas être compliqué, puisque nous, on l'a eu. Si c'est par les amis de l'humain ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de le voir, et si les gens peuvent le voir, c'est vraiment... Au nom du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, je souhaiterais ne pas répéter tout ce qui a déjà été dit, cela ne servirait à rien. Mais
je voudrais insister sur 3 aspects. Premier aspect, on ne parle pas assez des prisonniers politiques israéliens qui sont torturés, affamés, maltraités, palestiniens, dans les prisons israéliennes. Et depuis le début de la dernière guerre à Gaza, il y a plus de 100 morts parmi les prisonniers palestiniens en Israël. Deuxième aspect, quand un pays ne respecte pas du tout le droit international, quand un pays ne respecte pas les droits humains, quand un pays ne respecte pas l'ensemble de la communauté internationale qui est outrée, eh bien on doit rompre avec ce pays et indiquer qu'il ne fait plus partie de la communauté internationale. La question des relations avec Israël se pose. Il faut la poser, car en plus des sanctions, il faut que ce soit très clair. Dernier point. Il faut boycotter aussi les produits. Dernier point, ce que je voudrais dire, c'est que on risque d'être tous traités d'antisémites. Hein, puisqu'on est solidaires avec les Palestiniens, nous sommes forcément antisémites. Eh bien, c'est pas la même chose. C'est le parler. On est traités d'antisémites. On est tous traités d'antisémites, nous, parce qu'on est solidaires des Palestiniens. Eh bien, je souhaite dire, et je crois que tout le monde sera d'accord avec moi, que nous ne sommes pas antisémites. Et tous ceux qui nous accusent d'antisémitisme, c'est parce qu'ils sont solidaires avec la politique de Netanyahou, et c'est uniquement pour ça. Donc voilà ce que je voulais indiquer. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Stop, stop, génocide. 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 Voilà. Eh bien, s'il n'y a plus d'intervention, nous allons clore ce rassemblement en vous remerciant d'être venus. Quand on est arrivé ici, il y a un quart d'heure avant 15 h, on s'est dit il va y avoir personne, il fait trop froid. Eh bien, quand même, vous avez répondu et c'est un bon début pour la reprise de ces mobilisations cette année 2026. Malheureusement, il faudra continuer, il faudra recommencer très bientôt. Peut-être le prochain rassemblement sera à Sens. On a retenu que certains d'entre vous étaient partisans de la projection de films. Je rappelle que la FPS organise régulièrement des ciné-débats dans le département et vous êtes tous cordialement invités à y participer. Merci et à bientôt.